Maintenant, nous quittons l'étude médicale et nous abordons l'étude physique de l'image, de cette empreinte de forme humaine, image qui pose un certain nombre de problèmes. Cette empreinte si pâle, qui occupe la partie centrale du linceul dans toute la longueur, elle paraît bien fragile, bien floue, comme insaisissable, et pourtant, elle recèle une quantité d'informations surprenantes qui constituent pour les scientifiques de véritables énigmes. Parmi les très nombreux scientifiques qui se sont penchés sur le linceul, c'est essentiellement aux photographes, aux spécialistes du traitement de l'image, aux physiciens et aux chimistes que nous devons les observations concernant l'empreinte elle-même. La question étant de savoir comment a pu se constituer cette image. Leurs travaux aboutirent à un ensemble de constatations précises, mais ne parvinrent pas au stade des explications. Ces constatations demeurent autant de questions sans réponse, donc, à ce jour. Et en somme, devant cette image si fragile, la science moderne est comme en panne. Première question sans réponse. Le mystère des taches de sang. En effet, une véritable interrogation entoure les nombreux caillots de sang présents sur le linceul. Le sang était épais, comme en voie de coagulation sur le corps avant la mise dans le linceul. Il s'agit en effet de caillots. Le sang a bien traversé l'étoffe, on sait qu'elle est très fine, mais il ne s'est pas diffusé le long des fibres du tissu, comme l'aurait fait un liquide fluide, en donnant des taches un peu en forme d'étoile. Les taches sont rondes, les bords des coulées sont nets. Les caillots sont coagulés, épaissis sur les bords et creux en leur milieu. Il n'y a pas d'arrachement. La forme des caillots est régulière. Ceci est étonnant pour les médecins habitués à soigner des plaies. Il en est ainsi de la coulée de sang sur le front en forme de E inversé. Il en est de même pour le sang de la chevelure, qui s'est déposé sur le tissu, comme s'il n'était pas retenu dans les cheveux. Le sang de la plaie du côté montre lui aussi des bords bien nets. De même que les coulées dans le dos. Ainsi que celle de la main gauche et des bras. Tout paraît comme si le corps s'était désolidarisé du sang dont il était maculé. Citons le docteur Barbet, chirurgien, l'un des premiers médecins qui ait étudié le linceul. Quand on a décalqué un caillot sur un linge et qu'on décolle ensuite celui-ci, une partie seulement du caillot demeure fixée sur le linge. Une autre partie reste sur le support, la peau. Il y a donc alors des trous, des manques dans la trace du caillot sur la toile. Or, les décalques du linceul sont parfaitement intacts, entiers, reproduisant l'image familière d'un caillot normal. Dans l'état actuel de nos connaissances, ceci est inexplicable scientifiquement. Deuxième question sans réponse. La matière même de l'empreinte, qui est une oxydation acide déshydratante de la cellulose du lin, obtenue par un phénomène inconnu. Cette forme corporelle d'une teinte très légère est entièrement en dégradé et sans contour marqué. La coloration est très délicate et superficielle. Rappelons qu'on n'a trouvé sur le linceul aucune substance colorante, aucune diffusion par capillarité. Le phénomène à l'origine de l'empreinte est non thermique, car contrairement aux brûlures ou aux roussissures, on ne relève sur l'image aucun résidu de combustion. On peut dire que l'image n'a pas été obtenue par roussissement thermique, l'expérience en a été faite. Si l'on utilise par exemple un bas-relief réchauffé, on peut obtenir une image bien sûr, mais on ne parvient pas à obtenir une image ayant les mêmes caractéristiques chimiques et physiques que celles du linceul. En outre, si ces points de roussissure étaient dus à un dégagement de chaleur, ce sont les parties les moins épaisses des fibres qui se trouveraient colorées, c'est-à-dire les parties les plus effilées.
Or ce sont les parties ventrales des fibres qui sont colorées. Ceci est inexplicable par la chaleur. De plus, chaque fibre est soit colorée, soit ne l'est pas. Les fibres colorées le sont toutes de la même manière. Il n'y a pas de nuance de coloration sur les fibres. Les nuances sont dues non à l'intensité de la coloration sur chaque fibre, mais au nombre de fibres colorées par unité de surface. Nous reviendrons sur ce point plus loin. La coloration est une oxydation acide déshydratante de la cellulose du lin, nous l'avons dit, extrêmement superficielle et n'affectant que la surface des fibres qui composent les fils et uniquement les fils de trame. On comprend que l'image ne se retrouve pas sur l'envers de la toile. Il n'y a pas d'empreinte sur l'envers du tissu. On ne sait pas ce qui a pu produire cette coloration, mais en tout cas, elle est très résistante. 25 types différents de solvants, dont l'eau, ne peuvent la dégrader ni l'effacer. Troisième interrogation sans réponse. L'empreinte apparaît en négatif. Le 28 mai 1898, l'avocat italien Secondo Pia a pu prendre la première photographie du linceul de Turin. Dans son laboratoire, au moment du développement du négatif, il a été bouleversé. Ce négatif avait les caractéristiques d'un positif. Souvenons-nous qu'en photographie argentique, c'est-à-dire dans la technique généralement utilisée depuis les débuts de la photographie jusqu'à l'apparition des appareils numériques, le développement est la première étape de création de la photo et donne une première image qui est un négatif. La deuxième étape est le tirage, qui lui restitue l'image en positif normal. Rappelons qu'une image en négatif montre en foncé ce qui est clair sur le modèle et inversement montre en clair ce qui est foncé sur le modèle. Lors du développement, Secondo Pia s'attendait à voir apparaître dans les bains chimiques le négatif d'une silhouette et d'un visage, et il eut la surprise de découvrir que ce n'était pas un négatif qui apparaissait mais un positif. Et alors? Un visage que nul n'avait contemplé depuis presque 19 siècles lui apparut avec une netteté étonnante. Comme le négatif d'un négatif c'est un positif, Secondo Pia venait de découvrir une des caractéristiques de l'image qui marque le linceul, l'empreinte apparaît en négatif. Il est bien plus facile de comprendre un positif qu'un négatif d'une photo, et il en est de même avec l'image du linceul. Étant donné que le linceul lui-même apparaît comme un négatif, alors pour le comprendre, il faut utiliser le négatif de sa photo, parce que ce négatif apparaît comme un positif normal. La notion de négatif, il faut bien noter ça, ne date que de l'invention de la photographie au début du XIXe siècle. Auparavant, elle n'était pas connue. Pourquoi un faussaire aurait-il créé un négatif qui n'aurait rien signifié pour ses contemporains? Aurait-il pu imaginer le faire? Et comment l'aurait-il réalisé? Et aujourd'hui même, bien que nous soyons familiarisés avec la notion de négatif, il est pratiquement impossible à un artiste bien formé de dessiner directement une image négative donnant par inversion un positif de bonne qualité. On ne sait pas dessiner en négatif. Ne serait-ce que pour cette caractéristique de négativité, l'attribution de la fabrication du linceul à un artiste ou à un faussaire du Moyen-Âge est irrecevable. Quatrième interrogation sans réponse. L'image apparaît en 3 dimensions. On dit qu'elle est tridimensionnelle. On parle aussi de la tridimensionnalité de l'empreinte. Cette propriété avait été pressentie au début du XXe siècle, à propos du linceul, par un graveur du nom de Gabriel Kidor, qui déposa, même en 1913, un brevet de photosculpture. Paul Vignon, professeur de biologie à l'Institut catholique de Paris, et le colonel René Colson, professeur à l'école polytechnique, avaient eu eux aussi cette intuition au début du siècle, de même que plus tard Antoine Legrand, spécialiste notoire du linceul. Ainsi l'on pensait depuis longtemps
qu'une notion de relief était liée à l'image. En 1973, l'ingénieur français Paul Gastineau déposa le brevet d'une machine destinée à mettre en évidence un relief à partir d'une photo, permettant d'obtenir une reproduction réelle en 3 dimensions et non pas une image en 3 dimensions. La photocopieuse 3D a bien une ancêtre. Puis en 1974, 2 ingénieurs de la NASA, agence spatiale américaine, Jackson et Jumper, utilisèrent l'informatique. Étudiant le linceul, ils employèrent un ordinateur analyseur d'images appelé VP8, employé habituellement pour interpréter les photos des planètes en restituant le relief de leur surface. Cet appareil est programmé pour interpréter les endroits les plus sombres comme étant les plus éloignés, et donc il établit la distance entre le linceul et le corps. Les ingénieurs de la NASA obtinrent une saisissante image montrant un relief. La pureté du relief est un peu dégradée par de nombreux effets parasites dus aux aspérités du tissu, mais le relief est cependant bien visible. Il accentue les traits du visage et restitue la forme du corps. Nous nous souvenons que l'empreinte est constituée par la roussissure superficielle des fibres du lin, et que les fibres oxydées ont chacune la même intensité et la même couleur. On s'aperçut que les différences de luminosité de l'image ne proviennent donc pas d'une variation de l'intensité d'un supposé rayonnement, mais de l'éloignement de chaque point du corps au tissu. Plus un point du corps est éloigné du tissu, plus il est clair. Les différences de luminosité de l'image proviennent de ce que les endroits plus foncés possèdent un plus grand nombre de fibres roussies par unité de surface que les endroits clairs. Le nombre de fibres roussies en chaque point est en rapport mathématique rigoureux avec la distance de ce point au tissu. L'empreinte répond à des lois physiques précises. La roussissure est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le corps du tissu. Et ceci comme si le tissu avait été disposé tel un écran plat juste au-dessus du corps sans le toucher. Cependant, il n'y a pas d'image montrant les côtés du corps ni le sommet de la tête, et pourtant, les traces sanguines montrent que le linceul était bien en contact avec tout le corps. La toile mise à plat, il y a élargissement de la géographie des taches de sang, mais il n'y a pas d'élargissement de l'empreinte. La carte de l'empreinte ne coïncide pas avec celle des taches de sang, pas tout à fait, qui, elles, débordent. Si l'image résultait d'un contact du corps avec le tissu l'enveloppant, le tissu, une fois déployé et mis à plat, montrerait une représentation du corps comme plus large que le corps, comme pour les taches de sang. Mais ce n'est pas le cas. L'empreinte ne s'est donc pas produite par contact. Mystère là encore. 5e question sans réponse. Il s'agit de la différence de formation des images faciales et dorsales. L'empreinte dorsale n'est pas tridimensionnelle. Sur l'empreinte dorsale, seules les parties du corps qui touchaient la toile ont laissé une image. Mais les analyses au VP8 sur l'empreinte dorsale ne donnent rien. Aucune image de relief n'est restituée. Et pourtant, cette empreinte ne s'est pas produite par contact physico-chimique avec l'étoffe du linceul. Et il n'y a pas d'explication là non plus. 6e question sans réponse, c'est une image isotrope. Nous nous souvenons que les parties plus sombres de l'image ne sont pas des ombres, elles expriment une distance au tissu plus proche que les parties plus claires. Ceci signifie que le rayonnement, en supposant que ce soit un rayonnement, qui a créé l'image du linceul, émanait du corps, car on n'observe aucune ombre portée. L'image est dite isotrope. Cette projection, nous n'en connaissons pas la nature. Elle s'est produite orthogonalement au plan du tissu de manière unidirectionnelle, ce qui est inexplicable. Lumière, rayonnement, projection, on ne sait comment nommer ce phénomène. Enfin, 7e question sans réponse, le tissu
a été comme tendu à plat au-dessus du corps. Tout cela s'est produit comme si le tissu s'était trouvé parfaitement tendu juste au-dessus du corps mais sans le toucher. Et ceci aussi est tout à fait inexplicable. 8e question sans réponse. Absence de pesanteur sur la partie postérieure. 8e question sans réponse. Absence de pesanteur. Il faut noter enfin encore que les lois de la pesanteur semblent ne pas avoir joué. L'image du dos montre que les chairs ne se sont pas trouvées écrasées par le poids, les mollets par exemple ne présentent pas de surface d'aplatissement, et les cheveux du crucifié tombent sur ses épaules comme si le corps était debout. La science s'arrête donc devant les énigmes suivantes, pour lesquelles elle n'est pas en mesure d'émettre des hypothèses de recherche. Premièrement, les caillots de sang intégralement déposés sur le tissu sans trace d'arrachement. Deuxièmement, la matière de l'empreinte. Troisièmement, le phénomène à l'origine de l'empreinte isotrope et sans contact avec le tissu. Quatrièmement, le caractère de négativité. Cinquièmement, le caractère de tridimensionnalité. Sixièmement, le tissu ayant été tendu comme à plat. Septièmement, la différence de formation des images faciales et dorsales. Et huitièmement, l'absence de pesanteur sur l'image dorsale. Ces énigmes n'en forment peut-être qu'une seule. Peut-être sont-elles les différentes facettes d'un seul phénomène, lequel reste complètement inexpliqué à ce jour.